Bonjour Corinne, bienvenue parmi nous. Bonjour Jessica, merci de m'inviter. Enchantée, en tout cas, merci pour votre temps. Merci de nous prêter votre oreille et votre discours pour chez nous, entrepreneurs. Alors, dites-nous, Corinne, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps avez-vous votre entreprise? Écoutez, je dirige Hémisphère Sud depuis bientôt 30 ans. C'est vrai Waouh. qu'on ne compte plus passer un certain nombre Même quand d'années, on je vous aime avoue. et qu'on est passionné, ça ne compte pas. C'est ça, exactement. Hémisphère Sud est une agence qui est spécialisée dans les secteurs de l'art de vivre et dont l'expertise est concentrée sur les relations presse et relations influenceurs. Donc, D'accord. on a des clients du monde du vin, de la gastronomie, et puis on a également un pôle tourisme loisirs dans lequel on va retrouver des destinations, des hôtels, des restaurants. Et j'anime autour de moi une équipe de 6 personnes voilà, qui m'aident au quotidien sur ces différentes missions. Alors, juste pour que je comprenne, donc en gros, il y a des entreprises qui viennent vous voir et qui vous demandent de les aider finalement à communiquer un peu sur tout ce qui est réseaux sociaux, c'est ça? Alors, pas que les réseaux sociaux, Jessica. En fait, quand on parle relations presse, qui est on va dire un métier bien antérieur aux réseaux sociaux, Oui. il s'agit pour un expert des relations presse d'arriver à mettre en musique une actualité, une marque, une entreprise à travers ses produits, ses dirigeants, de façon à obtenir ce qu'on appelle dans notre jargon du rédactionnel gratuit. Et c'est ce qui la différencie finalement de la publicité. Toute la D'accord. difficulté, c'est d'arriver à déceler dans l'actualité d'une entreprise ce qui fait vraiment partie d'une information pertinente pour des journalistes et non pas une information commerciale qui pourrait être gérée à ce moment-là à travers des budgets publicitaires. Ce qui ne doit pas être simple forcément parce qu'il faut trouver ce qui intéresse les journalistes. Tout à Alors, fait, et vous disiez aussi que vous aviez un côté influenceur. Alors, c'est peut-être pour ça que je parlais de réseaux sociaux. C'est quoi le exactement. lien en fait? Alors, depuis une quinzaine d'années, on s'est aperçu, notamment sur toutes les campagnes B2C, qui était important pour pouvoir toucher au final les clientèles et Oui. les consommateurs, de pouvoir travailler en partenariat avec des influenceurs. Donc, D'accord. on a commencé à les intégrer dans nos stratégies, Ah, ouais, sachant que les stratégies sont différentes en fonction des publics. Si on s'appuie sur un journaliste pour relayer une information ou si on s'appuie sur un influenceur, les stratégies sont complètement différentes. Néanmoins, ça fait partie d'une expertise à part entière. Et comme on est amené à travailler un contenu éditorial à la fois pour ces journalistes et ces influenceurs, beaucoup de nos clients nous ont demandé de prendre la main directement sur la gestion de leurs réseaux sociaux. C'est pour ça que dans notre petit panier, dans nos expertises cumulées et travaillées, on a aussi la gestion des réseaux sociaux pour certains clients. Ah ouais, d'accord, ok. Mais dis donc, c'est une prestation finalement assez large. C'est assez large. Ce qui est important, c'est d'avoir une certaine taille d'entreprise, non seulement pour être sûr d'avoir tout au long d'une année une actualité assez forte sur laquelle on peut venir conseiller aussi nos clients pour Bien sûr, construire cette vous actualité, avez pour une arriver à expertise. mettre en scène Ouais, effectivement des informations, des produits. Mais les budgets des stratégies presse à l'année sous-entendent le fait d'avoir quand même un certain budget et par conséquent, on a comme parmi nos clients plutôt des entreprises, des PME, et puis après, comme je vous dis, des destinations. On travaille beaucoup avec le secteur public, notamment sur tout le pôle tourisme, parce qu'on travaille pratiquement essentiellement sur appel d'offres. d'accord. Et qu'avec des entreprises françaises, ou vous êtes amené aussi à travailler avec peut-être l'international et tout ça, ou Alors, sur mon pôle vin, ça nous est arrivé pendant de nombreuses années de travailler notamment avec des wineries californiennes, une winery aussi dans l'Afrique du Sud. Mais je vous avouerai qu'actuellement, ça doit faire 2, 3 ans que notre activité est plutôt concentrée sur l'Hexagone, d'accord, avec parfois des incursions, notamment sur le Pays basque espagnol. d'accord, ok. Ça c'est le côté international. C'est ça, si on peut, européen du moins. Alors, qui est votre meilleur client? Alors, le meilleur client, c'est une question difficile. Pour moi, un client intéressant, c'est un client qui nous fait avancer, qui nous permet de développer notre expertise, de développer notre créativité et qui voilà, nous amène à nous dépasser tout simplement. Est-ce que vous Et puis, pourriez si nous vous donner un exemple pour qu'on comprenne un peu mieux justement ce que vous dites?
Oui, bien sûr. Peut-être sans citer un client si c'est confidentiel, mais Alors, quelque demande vous en a tout cas, permis pour respecter effectivement nos clients, je ne vous citerai pas de marque, mais il peut arriver qu'on arrive dans un contexte où il y a tous les éléments qui amèneraient à une communication de crise, D'accord. où il y a des difficultés sur le marché, il y a Oui, des tensions non seulement externes, mais aussi internes dans l'entreprise, d'accord. où il y a une perte de compétitivité, par exemple, de D'accord. Ok. l'entreprise, une concurrence forte. Vous parlez d'international, c'est souvent cette concurrence-là qui nous amène finalement à changer, à évoluer, hein, à se transformer. Et de fait, en fait, plus la demande de départ et le contexte, plus il est difficile, plus ça nous amène en tout cas à faire table rase de Ouais. notre expérience passée, de partir d'une page blanche et de se remettre au sein de l'équipe. On travaille toujours et c'est intéressant d'ailleurs d'avoir deux pôles d'activité différents au sein de l'agence parce qu'on demande souvent aux consultantes de l'autre pôle, dans ces cas-là, de brainstormer avec nous pour arriver comme je vous dis, à partir d'une page vierge et d'arriver à proposer une stratégie qui est convaincante et en tout cas originale et surtout adaptée aux besoins précis du client. Ce qui ne doit pas être simple, c'est d'arriver justement à cette originalité, arriver à trouver la bonne solution pour le client et par rapport aux crises qu'il traverse. Et en plus Alors, c'est souvent des situations de crise, donc il doit avoir aussi la pression. Donc, tout à ça fait. ne doit pas être simple Et, pour vous, en fait, à gérer, entre guillemets. et vous pointez du doigt, Jessica, une des contradictions dans notre métier. C'est-à-dire que on est jugé et on est retenu lors des consultations sur la créativité que l'on peut apporter à nos clients. D'accord. Mais quand on parle de relations presse, souvent les journalistes reprochent une créativité qui pourrait déborder sur un côté un peu anecdotique, superficiel. Il faut retenir que ce qui intéresse le journaliste, c'est la qualité d'une information. Et c'est ce qu'il faut qu'on travaille en premier, bien avant la mise en scène qui va venir apporter un peu d'esbrouf, hein, d'intérêt, de séduction autour d'une information. Et souvent, notamment lorsqu'on est en situation d'appel d'offres ou de consultation, il nous faut néanmoins déployer une créativité et séduire par un côté original de la prestation, tout en ayant conscience que ce que va nous demander le journaliste, c'est d'épurer et finalement tout le process de mise en scène de l'information pour arriver à l'essence même du sujet qui va intéresser le journaliste. Ouais. Donc, au final, un double discours entre vos clients et puis finalement, comment capter le journaliste et faire que derrière, il retranscrive ce que vous voulez, quoi. Ce qui ne doit Oui, pas être simple, hein. c'est pas simple, mais je suis persuadée que tout chef d'entreprise, quel que soit son secteur d'activité, est amené à gérer une situation qui peut paraître contradictoire sur le papier, mais qui est de séduire d'un côté, d'avoir un discours commercial hein, pour séduire, parce qu'il faut il faut bien gagner des clients aussi pour maintenir les emplois. Et puis, de par son expérience terrain, son expertise, savoir très bien finalement ce qui va marcher et après adapter finalement ce qui a été vendu à la réalité du terrain et de façon à avoir de toute façon les résultats Les pertinents résultats, bien sûr, et bien sûr, maximisés qu'attend le client. bien sûr. Mais super intéressant. Merci à vous de nous projeter dans ce monde-là. Alors, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Ce qui est génial dans nos métiers de consultant, c'est qu'on continue d'apprendre tous les jours. Ouais. C'est aussi pour ça, je pense, qu'on le fait le plus longtemps possible. Mais ce que je retiens, et c'est surtout valable, un enseignement qui était encore plus prégnant ces dernières années. Moi, ce que je retiens, c'est que le plus important, ça reste l'équipe. L'équipe qu'on arrive à constituer autour de soi en tant que chef d'entreprise. Et c'est ce qui va devenir la suprême valeur, d'ailleurs, dans les années à venir, parce qu'il est de plus en plus difficile d'arriver à recruter. Bon, ça, je le cacherai, en fait, ce phénomène à personne. Tout le monde en est conscient. Surtout auprès des jeunes générations qui ont des critères de choix de leur métier différents hein, des générations avec lesquelles j'avais l'habitude de travailler. Et néanmoins, c'est cette équipe qui reste la vraie richesse d'une entreprise. Et c'est elle qu'il faut faire évoluer en compétences, en épanouissement et qu'il faut absolument préserver contre vent et marée. Ouais, bravo. En tout cas, vous avez 6 personnes aujourd'hui qui vous accompagnent, hein, c'est bien ça, hein. Voilà, Donc, exactement. ça, c'est
finalement un sacré challenge aussi de les retenir, de les motiver, de les fidéliser. Et puis, c'est comme ça aussi qu'un projet grandit. Hein. C'est Oui, pas... tout à fait. Ouais, c'est ça. C'est une des plus belles récompenses d'ailleurs, c'est d'arriver à faire grandir les gens autour de nous et Oui, d'arriver à leur transmettre un et peu de voir leur de notre expérience. satisfaction, Ouais, justement, de grandir, d'apprendre aussi, parce que s'ils ont choisi le secteur de l'agence, c'est parce que la polyvalence finalement que requièrent nos métiers nous amène à apprendre peut-être plus vite que chez l'annonceur et à se dépasser dans l'espoir d'être retenu sur de nouvelles consultations. ouais, super. Alors, qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent et notre monde évolue très vite en ce moment. Euh, il y a de nouveaux canaux d'information qui apparaissent. Les réseaux sociaux, vous en parliez tout à l'heure, Jessica, dont on ne peut plus faire l'impasse aujourd'hui. Euh, et la jeunesse. La jeunesse parce elle nous amène finalement à faire bouger les pièces de l'échiquier. On parlait de management et de recrutement, mais cette jeunesse nous amène à voir le monde aussi autrement. La jeunesse que j'ai au sein de mon équipe, la jeunesse que j'ai la chance d'avoir parce que j'ai aussi parmi mes enfants un grand qui s'apprête à rentrer sur le marché du travail. Et j'échange beaucoup avec lui justement sur la façon dont il voit le monde, la façon dont ils veulent construire ce monde-là. Et c'est ce qui est finalement de plus inspirant parce que ce que nous demandent nos clients, c'est de mettre en place des stratégies qui vont aller toucher le consommateur. Et le plus difficile, c'est pas le consommateur avec lequel on est en osmose parce qu'il est de notre génération. Celui-là, on le connaît bien, on le maîtrise. C'est le consommateur de demain. Et notamment quand on travaille dans les secteurs de l'art de vivre et surtout le vin, qui est déjà très contraint en France par la loi E20, arriver à amener des nouvelles générations à bien consommer, à mieux consommer dans le respect d'une législation, ben, c'est finalement le plus compliqué. Oui, ça doit être des sacrés challenges, mine de rien, en termes de communication, d'arriver à faire exister la marque et tout ça. Bravo en tout cas. Alors, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Euh, c'est un désavantage finalement de l'âge. Il n'y en a pas beaucoup de physique, en tout cas d'avantages, mais il y a beaucoup d'avantages psychologiques, mentaux, intellectuels. Et notamment, ce que j'ai appris au cours de ces 30 dernières années, c'est que le plus important, c'était de rester fidèle à ses valeurs. Que parfois, on veut aller au-delà ou mettre un mouchoir sur certains sentiments parce qu'on a envie de faire plaisir, parce qu'on a envie absolument de gagner cette consultation, ce client, cet appel d'offres. Et au final, on le paye parce qu'on n'est pas en accord finalement avec soi-même. Et de se faire violence, ça, ça dénature la qualité de la prestation qu'on peut amener au client. Donc le plus important, même si c'est pour perdre à court terme, mais on est beaucoup plus épanoui finalement le client qui va être adhéré à ces valeurs-là, Bien va être sûr. gagnant puisqu'on va donner le meilleur de nous-mêmes. Ah ouais. L'importance des valeurs, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise au fur et à mesure que j'accompagne qui comprennent l'importance. Alors, on les définit sur le moment, mais ils ne comprennent pas encore l'impact que ça peut avoir. Mais quand on réfléchit à toutes ces valeurs et l'impact que ça a finalement sur notre quotidien, sur notre façon de recruter, d'encadrer, de développer l'entreprise, c'est ce qui fait la différence entre deux entreprises qui font exactement la même chose d'ailleurs. Hein. Donc, Oui, sans compter l'impact que ça peut avoir sur une équipe. Une équipe, elle attend de son manager qu'il l'emporte, qu'il la motive. bien sûr. Et c'est en étant finalement en accord aussi avec soi-même, avec ce qu'on attend de Ah la oui, vie et ben, qu'on peut transmettre un message le plus cohérent possible et dans lequel peut se retrouver en tout cas l'équipe. bien sûr. C'est effectivement une des clés de succès qui fait qu'on peut avancer et aller de l'avant. Et bravo à vous, en tout cas. Super. Alors, à quoi ressemble l'avenir et selon vous, quels sont les défis que vous allez devoir relever? Bah, déjà, la question en elle-même est déjà un défi parce que le monde évolue tellement vite Ouais. ces 10 dernières années, et j'ai même envie de dire ces 3 dernières années, comme on l'a vu Avec le Covid, avec avec ce qui notamment s'est passé. l'intelligence Ouais, artificielle, ouais. que en fait, il ne sert à rien de vouloir faire des business plans à 5 ans. Ce qui compte, c'est de regarder et d'être attentif à tous les marqueurs de changement que l'on vit
On parlait de l'intelligence artificielle qui a fait bouger énormément les lignes. Ouais. Et j'ose croire que finalement, ce qu'on retiendra cette virgule que l'on met en tout cas sur le développement de l'intelligence artificielle, c'est l'importance qu'il faut donner à la réflexion humaine, aux échanges humains, parce que j'ose croire, alors peut-être que l'avenir me donnera tort, hein, mais ce que ne pourra pas reproduire demain les progrès technologiques, ça va être la sensibilité, la perception de l'autre, une certaine façon aussi de faire confiance à son feeling, à son sixième sens, et la qualité des échanges humains qui font qu'on ne peut pas tout régir, réglementer, et on ne peut pas tout expliquer. Il y a des choses que l'on sent tout simplement, vers lesquelles on va aller, dans lesquelles on accepte de prendre des risques. Et puis, il y a voilà, je pense que ce qui est important, ça rejoint votre précédente question sur ce que j'ai pu apprendre de ces 30 dernières années, c'est aussi de se faire confiance et faire confiance à ce sixième sens que l'on peut avoir. Donc aujourd'hui, finalement, vous regardez un petit peu les tendances qui vont apparaître vous, quelque part, prévoyez de développer l'agence un petit peu comme ça en fonction de ce qui va arriver, ou est-ce que vous avez un plan, une vision un peu plus établie? Alors, forcément, on a des grandes lignes. On a des grandes lignes sur lesquelles on est attentif sur les tendances qui émergent. Mais comme ces tendances sont finalement très versatiles, je veux rien d'inscrire dans le marbre. Et surtout, comme je dis, je crois beaucoup à l'interaction au sein d'une équipe. Donc, je n'hésite pas à interroger mon équipe sur la vision que je peux avoir pour l'entreprise. Et elle, à son niveau, j'ai des trentenaires, j'ai une jeunesse d'une vingtaine d'années. Donc, c'est important aussi d'avoir leur vision et puis de les sentir en accord avec cette vision-là que je propose, parce que finalement, s'ils ne me rejoignent pas dans une expertise ou dans des nouveaux formats auxquels j'ai réfléchi, ben, c'est compliqué de les emmener. Donc, il y a les tendances qu'on perçoit, et puis finalement aussi, il y a la viabilité que l'on peut y mettre en application sur les secteurs d'activité sur lesquels on travaille. Ah ouais, donc super. Alors, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? C'est ce que une personne qui se lancerait en tout cas maintenant dans les affaires, de bien s'entourer, mais ça, c'est en tout cas une valeur qui a toujours existé en tant que chef d'entreprise, qui a toujours fait partie des conseils des pairs. Mais surtout, ça rejoint notre précédent propos, de ne pas vouloir absolument, je sais que les banquiers vont le demander, d'avoir un business plan sur 5 à 10 ans, mais à part pour faire plaisir à son banquier et obtenir les fonds dont on a besoin, mais surtout, voilà, de rien inscrire dans le marbre, d'être attentif aux tendances qui émergent et de se nourrir surtout des autres univers. Et ça, c'est extrêmement important, qui peuvent paraître parfois hors sujet par rapport à son propos, à son secteur d'activité, et néanmoins, c'est dans d'autres univers qu'on va aller chercher l'inspiration et peut-être même la vision de demain dans ce qui concerne son propre secteur d'activité. Est-ce que vous auriez en tête un secteur d'activité justement où vous dites, bon, il n'y a aucun impact, et puis finalement, à force de le voir évoluer, vous vous dites, tiens, bah, justement, ça, on ne l'avait pas vu arriver, et puis finalement, ça a un impact sur nous et sur notre quotidien? Alors, sur notre quotidien, oui, mais j'imagine que ce n'est pas le propos. Je pensais à des secteurs dans lesquels j'ai pu y travailler dans mes premières années. Ça a été la beauté, notamment le secteur de la cosmétique, le secteur de la joaillerie dans lequel j'ai commencé. Avant de me dire que ce n'était pas un secteur dans lequel j'étais amenée à m'épanouir, parce que j'ai rencontré un peu moins de relations vraies au sens où moi je les perçois, en tout cas où je les entends. Néanmoins, c'est un secteur qui évolue extrêmement vite et qui s'inspire beaucoup sur la conception des nouveaux produits, à la fois des nouvelles technologies, les avancées notamment dans le secteur médical, mais aussi les nouvelles technologies qui amènent ces secteurs-là à faire d'énormes progrès dans la conception même des textiles, si on parle notamment du prêt-à-porter ou du secteur de la haute couture. Donc, comme beaucoup de femmes, j'aime bien continuer à lire la presse féminine.
Et je m'inspire beaucoup justement de toutes ces avancées qui viennent bouleverser non seulement la façon de percevoir un produit, mais aussi avec une prise de conscience qu'a beaucoup aussi le secteur et de la beauté et de la couture, de notre envie de mieux consommer, d'être moins dans d'une consommation du zapping ou du court moment, et de penser à l'économie circulaire, l'économie solidaire, et cette façon d'appréhender le monde peut très bien s'appliquer dans tous les secteurs d'activité. Ouais, vous avez raison. Ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est hyper tendance en ce moment, Oui. tous ces secteurs-là. De toute façon, puis les jeunes nous poussent aussi dans cette dynamique-là. Donc ça, c'est ça qui est magique. C'est en les écoutant, effectivement, Ouais. en écoutant cette jeunesse, question, hein. que j'ai perçu toute l'utilité d'aller vers ces thématiques, en tout cas, et de les appliquer dans nos secteurs. Ah ouais, je suis d'accord. Alors justement, si vous deviez recommencer votre entreprise, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment? Différemment, non, parce que je pense qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Donc, je préfère cultiver mes remords et je n'ai pas de regrets. Néanmoins, si avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, s'il y avait deux choses que j'anticiperais, que je ferais plutôt, c'est que je ferais plutôt du yoga. Ça fait que 10 ans que je fais du yoga et je pense que ça m'aura apporté beaucoup, et notamment le yin yoga, dont je suis certifiée d'ailleurs, parce que je suis prof de yin yoga. Donc, effectivement, malheureusement, vous me parlez chinois. Donc. Le yin yoga, c'est une discipline, une des disciplines du yoga qui amène au lâcher-prise et qui permet du coup de mieux appréhender toutes les situations de la vie et notamment de mieux gérer son stress. Et du coup, ma foi, si j'avais commencé il y a 20 ans, je pense que j'aurais gagné du temps et peut-être des cheveux blancs. Et puis la deuxième chose que j'aurais anticipée, ça fait 6 ans maintenant, je fais partie d'un réseau qui s'appelle Germe, que vous devez peut-être connaître, qui est un réseau très inspirant, un réseau de managers qui échangent beaucoup. Nous avons des intervenants sur des thématiques passionnantes, et surtout, je me nourris beaucoup des échanges que j'ai avec mes pairs sur la vision qu'ils ont de l'entreprise, du management, de l'avenir, et de plein de thématiques transversales que l'on vit tous les jours. Et j'aurais aussi gagné du temps, ma foi, si j'avais rejoint Germe un peu plus tôt. De toute façon, on apprend tous les jours, et c'est que il y a des belles choses à savoir, et heureusement qu'on fait des erreurs, et heureusement qu'on n'est pas parfait, qui nous permettent de s'améliorer. Sinon, la vie serait un peu triste, vous ne croyez pas, Jessica? C'est triste, hein, clairement. Alors, Corinne, comment on vous retrouve? Vous avez un site internet? Comment, voilà, si on a besoin de faire appel à vos services, comment on vous contacte? Oui, tout à fait. Donc, j'ai un site internet, www.agencehémisphèresud.com, tout attaché, sans espace. Donc, on peut me retrouver effectivement sur Internet, sur les réseaux sociaux aussi. Et puis, j'ai mon numéro de téléphone, mon portable qui s'affiche de toute façon sur mon site Internet, ainsi que mon adresse mail directe. Donc, il est très facile de me trouver. Eh ben, génial. Merci Corinne pour votre temps, pour votre partage. C'était un Merci à vous, Jessica, de votre intérêt. Merci pour votre inspiration. Et puis, longue vie à Action Coach. Merci, c'est gentil.